Je suis le colonel Kofi Daniel Conan. Je suis en poste à l'état-major général des armées, précisément à la division logistique en charge des équipements, axé aussi sur les équipements UN. Je voulais au passage saluer l'apparition du guide du contributeur pour nous formateurs, parce que ça va nous permettre de pouvoir mieux mener nos séances d'instruction au profit de nos futurs casques bleus. C'est vrai, jusqu'à présent, le guide qui était le plus utilisé, c'est le fameux TTC Guideline qui date depuis 2008, qui est encore d'actualité. Le fait que le guide du contributeur soit fait en français, c'est déjà une très bonne chose pour la compréhension pour certains instructeurs et pour les futurs casques bleus. J'ai la charge de parler en gros de la contribution à une opération de maintien de paix, attendue, défis et bonnes pratiques. C'est vrai que c'est pas toujours aisé pour les soldats d'avoir en face des auditoires aussi huppés, donc ça relève du parcours du combattant de pouvoir le faire en gros dans une dizaine de minutes comme cela m'est imparti. Je pourrais dire d'emblée que les opérations de maintien de paix aujourd'hui ont évolué de façon significative. Et on parle de plus en plus des opérations de maintien de paix de troisième dimension, qui succèdent aux opérations dites classiques et des opérations intermédiaires de la période d'après la guerre froide, avec l'explosion en Bosnie et au Rwanda, où, bon, en guillemets, les casques bleus ont monté une certaine inaptitude qui avait débouché sur le fameux rapport de Brahimi, qui a effectivement impulsé la création de ces missions multidimensionnelles. Donc, ce type de missions multidimensionnelles font appel à une large palette d'acteurs. Pourquoi? Parce que les actions sont très multiples. Et ces opérations de maintien de paix aujourd'hui doivent être dynamiques. Elles sont censées effectuer beaucoup de tâches, très multiples, interdépendantes et parfois nouvelles dans des environnements qui sont devenus de plus en plus complexes et dangereux. Ou même le casque bleu, celui qui est censé apporter la paix, devient la cible. Donc la contribution aujourd'hui, face à cette évolution du contexte, fait que cela requiert des méthodes et des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées pour l'accomplissement des tâches et des mandats. Et à cela, un élément majeur sur lequel le système des Nations Unies insiste dans sa réforme, c'est la protection des personnels qui sont en charge de mener ces actions sur le terrain. Aujourd'hui, le Mali est le terrain de prédilection pour les IED, etc. Et effectivement, les dispositions que le système prend, c'est pour les futures missions. Juste un passage au niveau de la contribution africaine, c'est vrai que depuis 1964, la contribution africaine progressivement s'est accrue. Aujourd'hui, en gros, quand on prend les effectifs, ne pas avoir trouvé les statistiques comptables, c'est vrai que c'est 38% de la contribution qui est africaine. Cela qui nous situe comme le deuxième pays pourvoyeur de troupes après l'Asie. Mon collègue, si vous permettez, compte tenu du temps qui nous est imparti, qui est très court, oui. Je vous propose d'aller sur l'expérience ivoirienne spécifiquement. Voilà, et j'y étais justement. Okay. Donc en matière de contribution ivoirienne, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas une longue tradition de contributeurs. C'est vrai que notre contribution a été inexistante jusqu'en 1997 et 99. 97-99, ça a été une brève apparition sur la Minorca, à l'époque, avec 2 conteneurs. Et puis après, notre contribution s'est interrompue jusqu'à 2013 avec la MISMA. Et il faut dire que depuis la fin de la crise post-électorale qui consacre au retour de la stabilité de notre pays, l'idée de renouer les opérations avec les opérations de maintien de paix a été défendue, soutenue par le président Alassane Ouattara, qui en son temps, en 2012-2013, présidait à la conférence chef d'État de la CEDEAO. Et c'est sous son impulsion qu'il fallait bien aider le Mali et que la Côte d'Ivoire, en première ligne, était impliquée. Donc, de facto, notre
l'état-major s'est aussi impliqué pour mettre sur pied la MISMA, qui est devenue plus tard la MINUSMA, par la résolution, vous connaissez, la 210 de juin 2013. Et plus tard, comme le ministre l'a dit, la participation aux opérations de maintien de paix a été entérinée par un décret que je puis rappeler ici, qui est le décret 2016-10 du 13 janvier, qui entérine la contribution des FACI à la sécurité sur le continent et dans le monde. Et pour mettre en place toutes les procédures, on dispose actuellement à la mission permanente, au CED de New York, une mission permanente en son sein, un cabinet en charge du suivi avec le bureau des affaires militaires, précisément la Force de Nation de Service, pour les offres d'emploi, les conseils, pour ce qui concerne les individuels en police, en gendarmerie et troupes. Et donc, au plan local, nous avons un bureau OPEX qui s'en charge en liaison avec notre mission permanente. Et pour la police et la gendarmerie, effectivement, ils ont ces bureaux similaires. Donc, depuis le déploiement de la première compagnie de transport en 2013, les autres contributions ont eu des fortunes diverses. Donc, actuellement, nous n'avons qu'une seule compagnie à 150 tonnes localisée à Toronto, qui a pour mission principale la charge de l'aéroport de la ville. Mais surtout, c'est ce qui se passe actuellement. Tout récemment, il y a en gros un mois, j'ai eu la chance de participer à cette finalisation du processus d'éligibilité de la Côte d'Ivoire sur le dossier malien, avec la fourniture d'un bataillon 650. C'est pendant le lancement de ce processus, depuis les phases de l'ARV en passant par la PDV, les discussions du MOU, on s'est rendu compte que le contexte n'est plus le même. Les équipements qui sont requis aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire sont de plus en plus modernes, c'est très sophistiqué. Qui parle de sophistication parle de coût de revient d'acquisition et surtout de formation technique. Quand on sait que les pays du Sud ne sont pas très dépositaires de ces technicités-là, donc on s'imagine déjà le chantier, comment on va pouvoir s'approprier cette connaissance de ces équipements-là pour la performance de nos contingents une fois déployés. Je parlais des drones, les contre-drones, les radars de captation, les bouilleurs, etc. Donc c'est toute une panoplie aujourd'hui que les pays devront en acquérir. Et la Côte d'Ivoire, justement, par le SUE dont a fait allusion Fatou, le Statement Unit Requirement, qui précise les capacités à le tenir. Donc ce type de SUE, la Côte d'Ivoire a le troisième du genre, après deux pays européens, l'Allemagne et la Suède. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, participer à une opération de maintien de paix, c'est s'investir. S'investir d'un point de vue plus large, parce que la menace s'est amplifiée et que les missions ont besoin à des étapes, des capacités qui sont différentes et surtout qui doivent être régulièrement réévaluées. Donc c'est un appel qui est lancé aux futurs contributeurs de troupes de prendre en compte cette donne-là pour les opérations de maintien de paix. Pour les attentes, bon, elles peuvent être rapidement perçues sur trois plans. Au plan stratégique, professionnel, financier. On ne va pas s'étaler là-dessus, bon, vous êtes des experts, mais c'est surtout le fait que, malgré le gros investissement que ça nécessite, participer à une opération de maintien de paix procure très certainement une plus-value. Bon, le gain d'influence dans les relations internationales, la capacité des discussions au niveau stratégique, le choix des têtes de chaîne sur la base des quotas de participation, tout ça sont autant d'éléments qui concourent à la plus-value de la contribution à une opération de maintien de paix. Voilà. Dans le domaine de la professionnalisation, effectivement, les personnels préparés acquièrent des connaissances, surtout une fois rentré l'optimisation des retours d'expérience, parce que celui qui a fait une mission des Nations Unies et celui qui n'a pas fait n'ont pas le même comportement au quotidien. Donc,
Bon, je ne vais pas revenir sur le domaine financier, Fatou a longuement insisté là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, derrière une contribution, il y a cette logique financière-là, parce que les équipements sont remboursés. Plus les équipements majeurs sont nombreux, plus les remboursements sont élevés. Donc aujourd'hui, beaucoup de pays essaient de faire des opérations de maintien de paix, une source de revenus pour leurs recettes au plan national du PIB. Voilà. Donc au niveau de la CEDEAO, c'est vrai, certains pays sont considérés comme des pays très significatifs en matière de contribution, et ça fait que, au plan local, ils ont cette reconnaissance-là, qui fait que, par extension, ils sont prémunis de certains risques. Parce que la contribution fait que les questions de mutinerie, les questions de soulèvement de soldats sont jugulées. Voilà. Dans le domaine des équipements, bien sûr, un gros effort est fait sur la question de la maintenance. Donc, il y a comme un acquis de bonnes pratiques dans le suivi et la performance du contingent. Bon, je passe rapidement sur la question au plan culturel, de savoir que déjà, avant déploiement, les personnels sont formés sur la culture du pays hôte, et dans la cohabitation avec d'autres contingents sur les théâtres, il y a comme un apprentissage des savoir-faire, que ce soit de modèles francophones sur la police, et soit un savoir-faire militaire des autres. Maintenant, je vais aborder la question des défis de la contribution NOMP. Et donc, bon, au plan national, bien sûr, un élément important, c'est la sécurité intérieure, avant de songer à aller à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le retrait du Burkina sur la question du Mali et déjà le Nigeria à une certaine époque augure du fait que la sécurité intérieure est à la base. Donc, au plan international, c'est vrai, le rayonnement, l'enjeu linguistique et tout ça, et surtout la levée des obstacles diplomatiques pour une campagne de séduction. L'accroissement du partenariat aujourd'hui est de mise. Nous, francophones, nous essayerons d'accroître ce partenariat avec les organismes tels que l'OBG, déjà avec l'initiative qui est offerte ce matin, le REFOP et le GRIP, pour l'acquisition de leurs différentes expertises. Voilà. Bon, pour les bonnes pratiques, c'est vrai, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a l'aspect impact, je dis la gestion de l'impact, parce que c'est vrai que le comportement des hommes est important pour la préservation de la légitimité, de la crédibilité des missions, mais surtout, je voulais insister sur les bonnes pratiques aujourd'hui. On a parlé de PCRS. Oui. Oui. Donc, parler du PCRS, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une méconnaissance du système, qui est la nouvelle méthodologie qui est considérée comme le seul creuset aujourd'hui d'éligibilité des États. C'est une méthodologie basée sur la validation des niveaux et c'est un long processus. Et à travers ce PCRS, il y a beaucoup d'unités aujourd'hui qui sont requises, qui sont demandées aux pays contributeurs. C'est généralement des unités spécialisées pour lesquelles il y a un coût élevé. Aujourd'hui, l'idéal pour les pays, c'est de se référer à ces unités qui sont le plus demandées pour accélérer leur processus d'acceptation. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais simplement dire que, bon, la contribution passe nécessairement par ce savoir-faire technologique, et surtout, nous, Côte d'Ivoire, en tant qu'ancien pays hôte, mission de paix, nous sommes disposés à contribuer à la stabilisation des pays en crise sur demande. En outre, nous nous inscrivons solidairement dans l'opération Action pour le maintien de paix et la déclaration d'engagement commun. L'expérience de ces dernières semaines, précédant la finalisation de notre MOU pour la contribution, édifie véritablement de la nécessité de s'adapter aux exigences actuelles. Et le creuset PCRS est un creuset qu'il faut véritablement maîtriser pour mériter une éligibilité. Merci de votre attente. J'ai essayé quand même autant que faire se peut de dire ce que j'avais à dire ce matin. Et surtout, je remercie de l'opportunité qu'il nous a offerte de pouvoir apprendre davantage pour mieux guider nos futurs casques bleus. Merci, M. Oswald. Merci.